fils de... Salut, c'est Daikel et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grey. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de The Box, un de mes films favoris et sûrement un de ceux qui m'a poussé à créer cette chronique. Bref, on traîne pas plus parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire et une fois encore, ça va être bien. Alors comme d'habitude, je vais être obligé de spoiler le film dans tous les sens, donc si vous ne l'avez pas vu ou que vous n'avez vu aucun autre film de Richard Kelly, faites-moi le plaisir de rattraper cette vilaine tare et cliquez ici. Donc, The Box est un film de Richard Kelly sorti en 2009. Il s'ouvre sur un télégramme émis par la NSA nous informant qu'un dénommé Arlington James Stewart aurait mystérieusement ressuscité après avoir été touché par la foudre. Suite à ça, le film nous présente Norma et Arthur Lewis, un jeune couple vivant dans une chouette banlieue de Langley avec leur fils Walter. Norma est enseignante de littérature pour le lycée de la ville, alors qu'Arthur travaille pour la NASA sur le projet Viking, qui consiste à envoyer des caméras robotisées sur Mars. Un matin comme les autres, ils découvrent devant leur porte un paquet accompagné d'un message. Monsieur Stewart vous rendra visite à 17h. Le paquet contient une boîte fermée à clé, laissant apparaître un bouton. Bon, en attendant la visite de cet illustre inconnu, ils vaquent à leurs occupations, ce qui est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur nos personnages. Ainsi, Arthur est dans l'attente d'une réponse suite à sa candidature pour un poste d'astronaute, et tandis qu'un élève tente de mettre mal à l'aise Norma, on découvre qu'elle souffre d'un handicap à l'un de ses pieds. Ça vous met mal à l'aise? Pas du tout. Tiens, regarde. Là, c'est mon troisième téton, et puis là, c'est le trou de balle que j'ai au bout de mon coude. Bref, Arlington Stewart finit par rendre visite à Norma et lui fait une proposition. Si le couple pousse le bouton, ils toucheront $1 million, mais un être humain qu'ils ne connaissent pas mourra quelque part dans le monde. En revanche, s'il n'appuie pas, il reviendra chercher la boîte 24 heures plus tard et la donnera à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas sérieux? Oh, n'ayez crainte, Madame Lewis. Cette offre est très sérieuse. Norma est intriguée par cette proposition et en parle à Arthur, mais il n'en croit pas un mot et pense plutôt à un canular. Seulement voilà, plusieurs mauvaises nouvelles tombent sur le couple. Norma apprend qu'ils ne sont plus éligibles à la bourse scolaire qu'ils bénéficiaient pour leur fils Walter. Excusez-moi, vous saignez du nez. Et Arthur reçoit une lettre lui annonçant que sa candidature au poste d'astronaute a été rejetée. Étant donné cette poisse soudaine, il reconsidère sérieusement l'offre faite par Stewart et décide, afin d'en avoir le cœur net, d'ouvrir la boîte. Bon, en fait, la boîte est vide, et ça n'améliore pas le scepticisme d'Arthur. Est-ce qu'on pourra dormir la nuit? Mais Norma finit quand même par appuyer sur le bouton, et on apprend en parallèle qu'un meurtre a été commis à l'autre bout de la ville. Un homme aurait assassiné son épouse. Vous commencez à comprendre? Le soir même, Stewart vient récupérer la boîte et donne la mallette contenant le $1 million à Arthur et Norma, qui tentent quand même de se raviser, mais il leur fait bien comprendre que leur choix est irréversible, et s'en va en leur glissant cette petite phrase. Et je peux vous assurer que nous ferons la proposition à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Arthur et Norma comprennent l'ampleur de leur boulette et ils ont intérêt à sacrément se bouger le cul s'ils veulent pas finir comme le couple précédent. Entre-temps, le père de Norma qui travaille dans la police découvre que l'homme qui a tué sa femme a pris la fuite et qu'il bossait lui aussi à la NASA. Ils continuent à mener leur vie l'air de rien, mais d'étranges signes se manifestent les ramenant toujours à la boîte. Leur entourage se comporte bizarrement. Vous saignez du nez, attention. Arthur trouve une photo d'Arlington Stewart dans un cadeau de mariage et la babysitter de Walter le prévient qu'il est en danger entre deux blagues méta. C'est parce qu'on vous avait mis en boîte? Ah, bien vu. Tu pourras venir chercher ton chèque à la compta. Stewart, lui, ne lâche pas le couple et les observe par l'intermédiaire de ce qu'il appelle ses employés afin de les dissuader d'enquêter. Je vous regarde en ce moment même. Pendant ce temps, la NSA qui semble être impliquée dans ce vaste complot s'approprie le matériel de la NASA. Bref, malgré les menaces, Arthur et Norma continuent quand même leur enquête, chacun de leur côté, ce qui les amène à la bibliothèque de Langley qui est l'un des repères des employés. Norma y retrouve Stewart pour une petite discussion où il lui apprend qu'il est à la solde des employeurs. Et je suis en contact avec ceux qui contrôlent la foudre maintenant. Et Arthur rencontre une femme qu'il met face à un nouveau choix cryptique mais décisif. Il y a 3 portes. Vous ne pouvez en choisir qu'une. Mais veillez bien à ce que votre choix soit judicieux. Car une seule d'entre elles mène au salut éternel. Chou, quelle main? Droite. Gagne! Il choisit la deuxième porte, se rappelant le signe que lui a fait l'adolescent un peu plus tôt, et un vortex le ramène chez lui. Pendant ce temps, le boss d'Arthur copine avec la NSA et il est mis dans la confidence sur le cas d'Arlington Stewart. Finalement, alors qu'Arthur et Norma se rendent à une soirée, leur fils Walter est enlevé par les employés, qui l'immergent dans la piscine du motel.
En parallèle, Arthur rencontre le précédent cobaye qui avait assassiné son épouse, C'est trop tard pour moi, mais vous pouvez encore vous en sortir. et ce dernier lui montre le Human Resource Exploitation Manual, le document qu'il cherchait à la bibliothèque. On y découvre que les employeurs peuvent prendre possession des employés, mais que ça provoque chez eux une hémorragie du lobe frontal, d'où les fameux saignements de nez. À peine ces révélations faites, ils sont victimes d'un accident de la route et seul Arthur en sort vivant, étant téléporté dans la soufflerie de la NASA où Arlington Stewart a élu domicile. De retour à la maison, Stewart met le couple face à un nouveau dilemme. Il me faut hélas vous annoncer que votre fils a perdu l'usage de 2 de ses sens. Il ne peut plus ni voir, ni entendre. Maintenant, 2 solutions s'offrent à vous. Soit ils décident de garder le $1 million, mais leur fils restera aveugle et muet jusqu'à la fin de ses jours, soit Arthur tue Norma, Walter retrouvera alors l'usage de ses sens et le $1 million sera placé sur un compte bancaire jusqu'à sa majorité. Alors qu'un autre couple pousse le bouton, Arthur décide d'appuyer sur la détente, Norma meurt mais leur fils est sauvé. Le film se conclut alors sur Walter qu'on imagine récupéré par les employés et Stewart apportant la boîte à un nouveau couple. Eh bah, c'était cool putain. Bon, j'ai un petit peu maltraité l'histoire, donc ça peut vous paraître brumeux, mais c'est complètement normal et c'est le sentiment qu'on a en général quand on sort du premier visionnage. Donc The Box est le 3e film du jeune prodige Richard Kelly, révélé en 2001 avec Donnie Darko, un film indépendant monté grâce à Drew Barrymore et qui révéla Jack et Maggie Gyllenhaal. Âgé de 25 ans à l'époque, Kelly ne toucha que $9 000 pour l'écriture et la réalisation du film, qui en coûta tout de même 4 millions. Assez dense, il abordait aussi bien la philosophie déterministe que les voyages temporels, tout en étant un solide film à suspense. Malgré plusieurs prix glanés dans les festivals, il fit un four en salle, mais devint rapidement un film culte grâce à la vidéo. Suite à ce succès d'estime, Kelly réalisa Southland Tales, une œuvre hybride à mi-chemin entre la science-fiction, la satire politique et le grand n'importe quoi, avec une ribambelle d'acteurs bien yolo, dont Dwayne Johnson, Sarah Michelle Gellar, Sean William Scott, Justin Timberlake et Christophe Lambert. Bon, le film a eu une histoire compliquée. Présenté en version de travail au Festival de Cannes 2006, il s'est fait assassiner par l'audience et a subi plusieurs remontages avant de sortir 2 ans plus tard aux États-Unis, raflant la coquette somme de $300 000. Ce qui fait moins que le crowdfunding de Stupéflip. Ouais. Et il aura fallu attendre 2009 pour voir le film arriver chez nous uniquement en DVD, soit 3 ans après son passage au Festival de Cannes. Et je vais pas vous parler plus longtemps de ces 2 films, il me faudrait plus d'1 épisode pour le faire, mais je vous encourage vivement à les regarder, plusieurs fois, parce que c'est pas impossible qu'on en parle plus tard. Bref, c'est dans ce contexte difficile qu'est né The Box, qui découle, comme le confesse Richard Kelly, d'une volonté de faire un film plus simple. I thought, let's try to do a simple story. Tu fais quoi? Un puzzle? Yep. Ça va plus simple si la pièce était à l'endroit? Tu fais bien de me le dire. Le film a été relativement bien accueilli par les critiques françaises qui ont reconnu sa mise en scène classe, sa parfaite reconstitution de l'Amérique des années 70, ainsi qu'une réflexion philosophique habile sur le libre arbitre. Le public, lui, par contre, n'a absolument rien bité. Le film a dû rapporter $30 millions, soit l'équivalent de son budget, et a fini d'enterrer la carrière de Richard Kelly qui n'a absolument rien réalisé depuis. Alors Donnie Darko possède encore beaucoup de fans, mais Southland Tales et The Box n'ont pas la même chance. Pourtant, comme on va le voir, ces thématiques sont restées très proches, à tel point qu'on pourrait penser que Richard Kelly revisite la même histoire à chaque film. Ils sont d'ailleurs indirectement liés puisqu'ils font partie de ce que le réalisateur appelle lui-même la trilogie de l'Apocalypse. Donc The Box semble être le projet parfait pour renouer avec un succès public. Le film est l'adaptation de la nouvelle Button de Richard Matheson, auteur entre autres de Je suis une légende, qui avait déjà été adapté sous la forme d'un épisode de 20 minutes pour la série La 5ème dimension. Le pitch est simple, mais accrocheur, puisque les enjeux sont tout de suite intelligibles par le spectateur, tant il nous renvoie une question qu'on s'est tous déjà posée, jusqu'où suis-je prêt à aller pour de l'argent? Sûrement pas jusqu'à faire des vidéos sur YouTube. Mais si le concept est génial pour une nouvelle de 6 pages, comment l'étendre sur la durée d'un long métrage? Ce qui est intéressant avec la nouvelle de Matheson, c'est qu'elle est un parfait récit de feu de camp. Court, mais avec une chute abrupte et cynique, dans le pur style Conte de la Crypte. La fin du récit de Matheson divergeait de celle du film. Lorsque Norma appuyait sur le bouton, elle recevait un coup de fil lui annonçant qu'elle touchait $50 000 de prime d'assurance vie suite à un accident de travail ayant coûté la vie à son mari. Alors que Stewart venait récupérer la boîte, elle lui demandait « Vous m'aviez dit que je ne connaîtrais pas la personne qui mourrait. » À quoi il lui répondait d'un air solennel « Connaissiez-vous vraiment votre mari ?» Ah, enculé. Kelly fait d'ailleurs une petite référence à cette fin dans le film. Les gens, est-ce qu'on les connaît jamais vraiment? Tu me connais? Concernant le design de la boîte ainsi que la notion de chaîne introduite par la phrase « Je peux vous assurer que la boîte sera donnée à quelqu'un que vous ne connaissez pas », c'est un héritage de l'épisode de la 5ème dimension. Évidemment, cela aurait été voué à l'échec d'étendre le récit sur 1h50, juste en retardant cette révélation. Du coup, Richard Kelly a fait le choix de s'intéresser à ce qu'il se passe après, et c'est sûrement ce qui a dérouté les spectateurs.
Mais ce que beaucoup n'ont peut-être pas vu, c'est que le film possède de nombreux niveaux de lecture s'imbriquant les uns dans les autres et permettant des interprétations aussi bien philosophiques que narratives. Et aujourd'hui, on va se livrer à un exercice un petit peu différent d'habitude. On va pas essayer de comprendre pourquoi le film n'a pas marché, mais on va faire une analyse thématique. Le premier sens de lecture est évidemment celui d'une invasion extraterrestre provenant de la planète Mars. Le film est relativement explicite sur ce point. Les employeurs ont récupéré le corps d'un ancien de la NASA et s'en servent comme émissaire pour faire passer une batterie de tests aux êtres humains afin de définir si c'est une espèce viable. Ils manipulent les employés dans l'objectif de créer un contexte favorable aux tests sur un échantillon représentatif de la population, c'est-à-dire un couple de classe moyenne avec au moins un enfant. Ces tests sont effectués à l'échelle mondiale comme le suggère la carte du monde dans la soufflerie. On sait aussi que les employés sont partiellement manipulés et peuvent retrouver leurs esprits, comme la babysitter à son retour dans le motel. Concernant la NSA, on suppose qu'elle est forcée de collaborer avec les employeurs afin de contenir le scandale, c'est pour ça qu'on voit furtivement le patron d'Arthur saigner du nez à la fin. Cette explication est ironiquement la plus terre-à-terre, mais aussi la plus documentée. Et très peu de trous subsistent dans l'histoire quand on s'intéresse à l'univers étendu de The Box. En fait, c'est l'une des caractéristiques du cinéma de Richard Kelly. Il aborde ses récits de manière transmédia, faisant exister son histoire non plus seulement dans le cadre, mais aussi dans le hors-champ. Southland Tales commençait au chapitre 4 et se terminait au 6ème. Les 3 premiers chapitres de l'histoire avaient en fait été édités en roman graphique 6 mois avant la sortie du film. Ça n'empêchait pas de voir le métrage comme une œuvre finie et indépendante, mais cela apportait des éléments de réponse supplémentaires aux plus curieux et contribuait à rendre l'univers du film crédible. Et pour la sortie de Donnie Darko en 2001, le site internet officiel prenait la forme d'une enquête interactive. Il donnait accès à des documents relatifs à l'histoire de Donnie, comme des pages du livre La philosophie du voyage temporel, qui plus tard furent inclus à la version Director's Cut. Ouais, en 2001. Et je vous conseille d'aller y faire un tour, le site est toujours en ligne, il a juste changé de nom de domaine, mais si vous êtes friand d'expériences interactives, c'est un véritable morceau d'histoire de la narration transmédia. Et donc pour The Box, Richard Kelly a eu recours au même stratagème et s'est amusé à cacher des indices sur le site internet du film. On y retrouve notamment le fameux Human Resource Exploitation Manual, comprenant des plans détaillés des water coffins et du bloc contact. On y apprend que s'il apparaît comme vide, c'est afin de tromper la vigilance des cobayes, puisqu'il dispose en réalité d'un dispositif de transmission miniaturisé. On trouve aussi une bande dessinée de 4 pages singeant les pulps des années 70 et se nommant The Teleporting Man, en référence au fait que 2 fois dans l'histoire, Arthur a la capacité de se téléporter suite à son immersion dans le liquide des water coffins. J'ajouterai que cette bande dessinée comporte aussi une fausse publicité pour des Sea Monkeys, une sorte de mini crevette à élever en aquarium qui doit être assez populaire aux États-Unis puisque South Park y a consacré un épisode entier. Cette publicité, aux premiers abords anodine, nous montre une famille penchée au-dessus d'un bocal et observant une famille de Sea Monkeys. Je vous laisse apprécier cette mise en abîme dans une mise en abîme. Le site grouille de petites infos comme celle-là, et je vous encourage à jeter une oreille aux commentaires audio de Richard Kelly sur le DVD du film, ça permet de se rendre compte à quel point le production design est soigné. En fait, chaque chose qui apparaît à l'écran est réfléchie et designée afin d'enrichir la diégèse. Donc, cette thèse conspirationniste est intéressante car elle fait du film un hommage aux œuvres fantastiques des années 50 à 70. D'ailleurs, cette histoire de complot extraterrestre n'est pas sans rappeler l'invasion des profanateurs de sépultures. Comme les body snatchers, les employés se comportent de manière déshumanisée, la menace est mondiale, et Kelly retranscrit très bien l'atmosphère paranoïaque propre à ces histoires métaphoriques de la guerre froide et du macartisme. Mais ce n'est pas parce que cette interprétation est premier degré qu'elle est idiote. En fait, elle a rapproché de la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre, dont il est question à plusieurs reprises dans le film. De manière très schématique, les existentialistes athées considèrent que l'homme se définit par ses actes, et qu'il n'existe pas de nature humaine qui déterminerait son comportement. On ne naît pas lâche ou héros, mais on le devient. Chaque acte individuel contribue en réalité à une définition de l'humanité entière. Selon Sartre, qu'il existe un dieu ou non ne change rien. Nos actes ne doivent pas être guidés par la morale, mais par la liberté. Il existe 2 façons d'entrer dans la dernière chambre. Libre ou pas libre. Et même le fait de ne pas choisir constitue un choix en lui-même. Si on prend les 3 water coffins et qu'on admet que chacun d'eux représente l'un des choix du dilemme final, on peut alors supposer que le premier représente le choix Arthur et Norma gardent l'argent et leur enfant reste sourd et muet, le second représente Arthur tue Norma et leur enfant regagne ses sens, et le troisième représente alors le non-choix. Arthur refuse d'obéir à Stewart et le tue, ou se suicide, ou quelconque autre action que celle définie par les règles. Alors pourquoi serait-il question de damnation éternelle dans un raisonnement existentialiste athée, me direz-vous ? Eh bien, selon Richard Kelly, cette promesse de salut ou de damnation pourrait très bien être un mensonge de la part des employeurs afin d'analyser les actions des cobayes. Et étant donné qu'ils leur mentent depuis le début du récit, c'est une hypothèse qui est tout à fait envisageable. Et ce qui est intéressant, c'est que l'expérience mise en place par les employeurs ne se base pas sur un choix moral, mais sur la capacité de l'homme à préserver son espèce plutôt que de s'assurer un confort individuel. Si les êtres humains ne veulent pas ou ne peuvent pas sacrifier leurs désirs personnels dans l'intérêt général de l'espèce, vous n'avez aucun espoir de survie. Même le dilemme final est une redite du choix original.
Choisir l'argent ou un autre être humain, choisir la femme qui a déjà fait son devoir social de procréation, ou bien la progéniture qui représente le futur de l'espèce. Pour finir avec Jean-Paul Sartre, il aussi fait mention dans le récit de sa célèbre phrase « L'enfer c'est les autres ». Un enfer métaphorique puisque les autres sont l'enfer dans le sens où c'est la perception qu'a l'autre de moi-même qui me définit en tant qu'individu. L'importance du regard des autres pour la famille Lewis peut sembler marginale dans le récit, mais en réalité elle conditionne parfaitement leur comportement et leur prédisposition à appuyer sur le bouton. Par exemple, on voit Arthur au début du film faire l'acquisition d'une voiture de sport, nous suggérant qu'il est soucieux de son image. Dis donc, anticipe pas un peu ta crise de la quarantaine. Norma est elle aussi confrontée au regard des autres, mais au travers de son handicap. Ces traits de personnalité, en plus d'esquisser une critique de l'American Way of Life, sont un terreau propice à l'expérimentation menée par les employeurs. Nul doute que le choix de la famille Lewis n'est pas un hasard, vu qu'ils sont représentatifs d'un schéma social majoritaire. Et voilà donc pour la théorie existentialiste de The Box. En résumé, nous sommes seuls responsables de nos choix, et ce, même si nos interactions sociales nous influencent. L'objectif est donc d'en prendre conscience et de s'en affranchir. Mais on peut aussi interpréter le film d'une toute autre façon, à travers le prisme biblique. Cela ne vous aura sûrement pas échappé, l'œuvre de Richard Kelly est remplie de références à la Bible et à la divinité en général. Les critiques auront d'ailleurs vite fait de le remarquer, pointant du doigt le dilemme de la boîte comme une allégorie du péché originel. À ce propos, certains ont traité le film de sexiste. Kelly se doutait qu'on allait lui tomber dessus, donc il a rajouté cette petite phrase en post-synchro. C'est encore un homicide conjugal. Cette fois, c'est la femme qui a été tuée. Ce qui permet de montrer que le sexe du personnage n'est pas déterminant dans l'issue du choix. De plus, le fait que Norma appuie sur le bouton est un héritage de la nouvelle de Matheson. Norma est un personnage soucieux qui se projette dans l'avenir, alors qu'Arthur lui est beaucoup plus impulsif. D'un point de vue narratif, il est beaucoup plus logique que ça soit elle qui prenne cette décision. T'oublieras pas d'éteindre les guirlandes? Non, on les laisse allumer. Ça pourrait prendre feu. C'est plus Noël si les guirlandes ne sont pas allumées. Et si on meurt? Il faut bien mourir un jour ou l'autre. Bref, si la tentation du bouton est effectivement à rapprocher du péché originel, d'autres similitudes à la Bible jalonnent le récit. On relèvera que le personnage de Stewart est mort avant d'être ressuscité à la façon de Jésus, et se déplace de maison en maison pour proposer un choix aux sceptiques, celui conforme à la morale chrétienne menant à la vie éternelle, et l'autre menant à la damnation. Arthur lui-même émet l'hypothèse que cela pourrait être le purgatoire. C'est un aperçu de l'au-delà que vous m'avez donné. Ici, c'est le purgatoire, n'est-ce pas? Déduction pas si bête vu les nombreuses références au paradis et à l'enfer, surtout que, rappelons-le, The Box est le troisième volet de la trilogie de l'Apocalypse. Il faut bien qu'il soit question de fin du monde à un moment. L'idée maîtresse de cette théorie est donc qu'une entité divine et omnisciente sème le chemin de nos protagonistes de diverses tentations afin de définir s'ils sont vertueux ou non. En partant de ce postulat, on peut admettre que les employés sont en réalité les croyants, dont l'objectif est d'exécuter la volonté de Dieu. Ils sont ses yeux, ses mains, son armée. Prenons à nouveau la scène de l'ouverture de la boîte et interprétons-la un petit peu différemment. Et si la boîte était vide, tout simplement parce qu'une entité omnisciente n'a pas besoin de mécanisme pour savoir si l'on a appuyé sur le bouton. La véritable question n'est pas est-ce que la boîte est reliée à quelque chose, mais plutôt Dieu peut-il le voir ? Je trouve aussi assez amusant que le personnage d'Arthur se retrouve dans l'obligation d'interpréter des signes abstraits comme la volonté de Dieu. Lorsqu'il est confronté aux 3 water coffins, il choisit le second, car il a vu un employé lui faire le signe de paix. Il ne connaît pas la bonne issue, mais interprète la réalité afin d'y déceler ce qui pourrait être un message divin. Et le film lui donnera toujours raison. Quoi ? Des personnes qui interprètent des événements arbitraires et qui disent que c'est la volonté de Dieu ? Mais enfin, ça n'arrive jamais. L'eau est elle aussi à rattacher au champ lexical du divin. On peut d'ailleurs voir la scène de la piscine comme le baptême du fils Lewis, la scénographie reprenant assez fidèlement le déroulement rituel d'un baptême par immersion. Suite à ça, il deviendra à son tour un employé, comme le suggère le plan final. Toujours à ce propos, il est intéressant de voir qu'Arthur trouve la rédemption en s'immergeant dans un cercueil d'eau. Le terme cercueil renvoie évidemment à la mort du mois passé, tandis que l'eau symbolise conformément à la religion chrétienne la nouvelle naissance. Et on retrouve cette connexion entre eau et divin dans tous les films de Kelly, du fluide karma de Southland Tales provoquant une relation directe avec Dieu, aux fameuses lances d'eau de Donnie Darko. J'ajouterai à ça la scène où Donnie inonde son lycée qui, tel le déluge de l'Ancien Testament, purge symboliquement les lieux suite à l'arrivée du faux prophète Jim Cunningham. On ne laisse pas bébé dans un coin. Mais je digresse. Bon, ça fait beaucoup d'informations, mais je vous assure que si vous regardez le film avec ce concept à l'esprit, ça vous paraîtra limpide. Donc en résumé, cette théorie considère que la rédemption se trouve dans la morale chrétienne. Essayez d'interpréter les signaux divins, histoire de s'assurer une place à la cool, dans l'au-delà. Alors c'est sûrement ce qui a poussé certains critiques à qualifier le film de puritain, c'est compréhensible, mais ça se occultait le troisième sens de lecture du film que nous allons aborder maintenant, et qui s'avère être une critique de la pensée chrétienne manichéenne.
Pour moi, The Box est une fable fataliste, et pour le démontrer, reprenons encore une fois la scène de l'ouverture de la boîte. Et si la raison pour laquelle la boîte est vide est tout simplement parce qu'il n'y a pas de choix. Arthur et Norma seraient simplement prédestinés à appuyer sur le bouton, guidés par la Providence. En fait, cette théorie fait écho à l'une des grandes contradictions du christianisme, qui définit l'homme comme libre de ses choix, tout en assumant que chaque individu obéit à un plan défini par Dieu. Si on considère comme vu précédemment que les employés représentent en fait les croyants, je vous laisse apprécier l'ironie de cette phrase. Les cobayes ont un libre arbitre, on ne peut pas les traiter comme des employés. Puritain, vous avez dit ? Tous les événements du film sont manipulés afin d'orienter le choix du couple. En fait, la réalité est tellement transformée qu'on ne peut même plus parler de tentation. La référence à la pièce de Sartre Huis clos, nommée en anglais No Exit, prend alors tout son sens, d'autant qu'elle apparaît régulièrement à l'écran avant même que le bouton ne soit poussé. Il n'y a pas de sortie possible, puisque l'avenir est déjà scellé. Du coup, le fait que le film fasse appel à des facilités scénaristiques, ou plutôt des Deus Ex Machina, est parfaitement justifié. Le dieu machine. La vie est bien faite. Dieu triche. Il triche en empêchant la mutation d'Arthur, il triche en arrêtant le versement de leurs allocations, et il triche quand il provoque un accident de la route avec le précédent cobaye, parce qu'Arthur s'éloignait du plan qui était prévu pour lui. Dieu triche car il veut faire croire à Norma et Arthur qu'ils ont le choix, alors que non. La scène où Arthur est face aux 3 water coffins en est une belle illustration, puisqu'il scelle son destin avant même d'être confronté au choix qui déterminera s'il sera sauvé ou non. En ce sens, le paradoxe final illustre lui aussi le fatalisme du récit. La chaîne ne peut pas être brisée. Si l'on suit la logique du film, le destin de Cameron Diaz n'est pas scellé parce qu'elle a appuyé sur le bouton, mais parce que la personne suivante va appuyer sur le bouton. Par conséquent, est-il possible que cette personne ne le pousse pas ? Question qui restera à jamais sans réponse et que l'on retrouvait déjà sous une autre forme dans Denis Darko. Est-ce parce que Denis échappe à la mort que naît un univers tangent, ou bien est-ce que c'est la création de cet univers tangent qui sauve Denis ? Le fameux paradoxe de l'œuf et de l'argent du beurre. C'est une mauvaise blague. Oui. Le fatalisme et l'illusion de choix étaient déjà au centre du film et utilisaient les mêmes ficelles que The Box. Comme Norma et Arthur, Donnie est guidé au sein de l'univers tangent non pas par son libre arbitre, mais en suivant un parcours balisé par une entité divine. La vie, espèce de noob, beaucoup trop scripté. Et finalement, même le destin des personnages de Southland Tales était scellé au travers de la prophétie écrite par Boxer, le scénario The Power. Cette théorie fataliste est ma préférée car c'est la plus ambivalente. Il n'y a pas vraiment de méchant ou de gentil, Dieu y tient tous les rôles. Et elle explique aussi en partie pourquoi le personnage de Stewart qu'on assimilait à Jésus précédemment est aussi tentateur. Dieu est à la fois le Christ et le serpent. Pour conclure, on pourrait faire un parallèle entre le générique d'ouverture de The Box et 2001 l'Odyssée de l'espace, avec le bloc contact nous rappelant l'œil de Hal. Arthur et Norma sont tout comme David Bowman et son équipage, les sujets d'expérimentation d'une entité supérieure qui va au-delà du concept même de morale. Le plus amusant, c'est que Richard Kelly dit qu'il essaye de ne pas faire des films nihilistes et que The Box est un conte moral. Mais malgré ses efforts, je pense que son approche du divin traduit ses propres inquiétudes sur l'existence d'un dieu. Bref, libre à vous d'interpréter le film comme bon vous semble, on pourra en discuter encore longtemps sans jamais vraiment tomber d'accord, mais c'est à mon sens ce qui fait sa richesse. Le film est un petit peu comme cette installation que l'on peut voir dans la bibliothèque de Langley et représentant le palais Garnier, composé de plusieurs couches mouvantes entre elles et révélant une image différente selon la perspective. Alors que vous préfériez la thèse existentialiste, chrétienne ou fataliste, la phrase qui résume encore le mieux le film est cette citation d'Arthur C. Clarke affichée dans le sous-sol du couple « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Cinq secondes avant quoi ? Si vous appuyez sur le bouton, vous recevrez un versement d'1 million de dollars.